Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV. C'est votre chaîne de télévision, la chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. La chaîne de télévision des panafricanistes, de la jeunesse panafricaine qui veut changer justement son monde, qui veut changer justement les choses. Et nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre tous les jours, du lundi à dimanche sur les plateformes Facebook, YouTube, TikTok et sans oublier Instagram. Merci à vous et bienvenue à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Comme à notre habitude, nous nous interrogeons Burkina Faso, opération Sabre, une menace à la stabilité du pays. Burkina Faso, opération Sabre, une menace à la stabilité du pays. En tout cas, nous nous interrogeons encore cet après-midi. Après plus de 9 ans de lutte anti-djihadiste à laquelle elle a fini par réussir à associer des partenaires européens, la France a annoncé la redéfinition de l'opération Barkhane au Sahel. Pressée par les autorités maliennes de quitter le pays, Paris comptait sur ses alliés dans la région, notamment le Niger et le Tchad, afin de poursuivre sa lutte contre l'insurrection djihadiste. Malheureusement, depuis que Paris est sur le sol africain et surtout dans le Sahel, Paris n'a jamais tué un seul djihadiste. Que faisait donc Paris dans le Sahel et pourquoi Paris insiste-t-il de rester dans le Sahel avec des groupements armés comme l'opération Sabre? Seulement la France a aussi sur le sol burkinabé une opération clandestine dénommée Opération Sabre. Un groupe de mercenaires qui menace la stabilité du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Après la prise au pouvoir des jeunes militaires, quel sera l'avenir de ces forces obscures tapis dans l'ombre qui opèrent pour les intérêts de la France? En tout cas, nous nous interrogeons à ce sujet. Et parlant justement du Burkina Faso, il faut préciser par ailleurs ce qui se passe de ce côté-là. Le lieutenant-colonel Damiba a proposé lui-même sa démission, puis a posé 7 conditions et le capitaine Ibrahim Traoré les a acceptées, nous dit-on. D'ailleurs, ceci est une déclaration des fêtières, des communautés religieuses et coutumières sur la situation nationale, publiée par le quotidien Le Pays, un quotidien que nous aimons bien. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles, il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques. Les communautés religieuses et coutumières ont été amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a proposé et surtout posé cette condition: la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés, la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS, la poursuite de la réconciliation nationale, comme si jamais il y en avait d'ailleurs, le respect des engagements pris avec la CEDEAO, la poursuite de la réforme de l'État et surtout la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que de ceux de ses collaborateurs. Président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces conditions. Les autorités coutumières religieuses invitent donc la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022. Toujours dans les communiqués, nous prenons justement sur le fait un autre communiqué qui nous est parvenu. On parle de ECOWAS Commission, commission de la CEDEAO, communiqué de la commission de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation au Burkina Faso. Elle réitère les termes de son communiqué du 30 septembre 2022, autant pour moi. Ferme condamnation de la prise du pouvoir par la force. Elle demande aux forces de défense et de sécurité d'éviter l'escalade et, en toutes circonstances, de protéger les civils. La CEDEAO demande l'arrêt des violences et des pillages de tout genre qui ne peuvent être tolérés. La CEDEAO soutient le peuple burkinabé dans sa quête de démocratie et, dans ce cadre, réaffirme son attachement au chronogramme adopté par le sommet du 3 juillet 2022 qui prévoit le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. La commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation au Burkina Faso. C'est fait à Abuja le 2 octobre 2022. Le président de la commission de la CEDEAO qui signe, d'ailleurs, on va le dire, ce
communiqué. Et nous nous interrogeons cet après-midi. Burkina Faso, opération Sabre, une menace à la stabilité du pays. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, panafricaniste, mais surtout sociologue. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Grand Fringos, bonjour à vous tous qui nous regardez. C'est un plaisir que de vous savoir encore très nombreux pour nous suivre et surtout vous qui êtes un pionnier du combat. Très heureux de vous avoir. Je ne sais pas si je suis pionnier, je déteste. Vous n'allez pas discuter le titre de pionnier, je sais que c'est un clin d'œil à un autre grand frère, mais vous êtes un pionnier, il faut le reconnaître. Les titres de ceux qui les veulent n'ont qu'à les prendre. Alors, le sujet qui nous intéresse, Burkina Faso, opération Sabre, une menace à la stabilité du pays. Vous connaissez déjà la situation du côté du Burkina Faso. Commençons déjà par prendre votre réaction après la prise de pouvoir. Il faut quand même dire que depuis le samedi 1er octobre 2022 jusqu'à hier dimanche 2 octobre 2022, eh bien, ça bouge du côté du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Tout ça, il déclare au fort qu'ils ont été déçus par Damiba, qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, dans un de ses communiqués, surtout dans sa sortie, il déclare au fort que lui, qui est un homme de terrain, il est arrivé dans des villages, on va le dire comme ça, burkinabés, et les arbres n'avaient pas de feuilles, il n'y avait même pas d'herbe. Tout ça pourquoi? Parce que les populations, bien sûr, se nourrissaient des branches d'arbres, des feuilles des arbres, et sans oublier des herbes. Voilà ce qui le pousse à prendre le pouvoir du côté de Burkina Faso. Oui, un constat désolant. Un constat désolant. Il faut reconnaître que Burkina, qui est un pays relativement petit par rapport au Mali, qui est très vaste, 1 300 000 km². Burkina, on est dans l'ordre de 225 000, 200 000 km². Et vous aviez à l'époque 20% de ce territoire qui était contrôlé par les terroristes. Ça fait au mois de janvier, quand Damiba arrive, c'est 40 000 km² qui sont menacés. Et aujourd'hui, on parle de près de 40% du territoire. Donc les gars ont doublé en très peu de temps, près de 8 mois. Le 24 janvier à aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé. Oui. Donc ça veut dire que pendant toute la dégradation de la situation depuis Rochema-Christian Kaporé, les terroristes même ne sont pas allés aussi vite parce qu'ils n'ont pas pris les 20 000 km² en quelques 6-8 mois. Non, mais sous Damiba, qui venait normaliser les choses, qui fait un discours le 24 janvier où il dit « Moi, je prends l'engagement de restaurer l'intégrité territoriale », c'est lorsqu'il a tapé du poing sur la table, lui un lieutenant-colonel, que les terroristes réussissent à doubler le territoire qu'ils occupaient. On se retrouve donc avec un Burkina Faso où l'insécurité était grandissante. Rien qu'au mois de juin, où il est venu faire son bilan, où il demande une prolongation de 6 mois pour réaliser finalement les missions de sécurisation qu'il posait comme prioritaires. Oui. Il arrive et il y a 2 attaques terroristes, 2 jours d'intervalle, qui coûtent la mort à plus d'une quarantaine de soldats burkinabés. Au mois de juillet, pendant qu'il y a quelques attaques terroristes, et au mois d'août, dimanche passé, il se retrouve avec une attaque sur un convoi. Une attaque qui n'a d'ailleurs finalement pas eu de bilan définitif. Il n'y a eu qu'un bilan provisoire et une annonce de bilan définitif qui a été communiquée. Le bilan provisoire parlait de 11 morts et 28 blessés sur le carreau. C'était un convoi de ravitaillement. Et vous savez que dans le langage militaire, quand on parle de ravitaillement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il y a les munitions, il y a le matériel militaire, il y a les équipements, il y a même le matériel roulant qui parfois, et quand on dit ravitaillement, parfois aussi il y a des hommes qui viennent pour la relève. Alors, vous imaginez combien de militaires il y avait dans ce convoi. Et vous avez 28 blessés, on parle sur le carreau de 11 morts. Le bilan devait être tellement effroyable, tellement glaçant, que Damiba, même pour des raisons éthiques, a compris qu'il ne fallait pas communiquer. Mais même pour des raisons stratégiques, il ne fallait pas donner l'information aux terroristes sur les performances qu'ils ont et les prouesses qu'ils ont réalisées. Donc, c'était une situation qui est venue clouer le spectacle, donc, ou du moins ce désolant spectacle, et venir aussi finir de ternir le bilan désastreux et chaotique de M. Damiba. Dans cette situation-là, il fallait un sursaut à 2 points. Un sursaut populaire,
parce que ces militaires sont d'abord des enfants de famille. Ils appartiennent à des mères, à des pères, à des cercles familiaux qui sont endeuillés. Et les territoires qui sont ainsi conquis par les terroristes affectent également les populations, parce qu'il faut dire que chaque fois que les terroristes prennent un territoire, ils posent des actes de viol, ils posent des actes de violence gratuite sur les populations, ils égorgent les populations, et donc ça affecte le vivre ensemble, ça affecte l'activité économique. Vous avez par exemple la ville, je crois, de Togo, en Côte d'Ivoire, qui est voisine, qui a accueilli déjà près de 4000 réfugiés parce que les terroristes empêchent l'activité économique et une vie paisible sur les territoires qu'ils occupent. Donc, vous avez ce sursaut populaire qui devait venir montrer le ras-le-bol de la population, et vous avez de l'autre côté les militaires qui sont les premières victimes des terroristes quand les terroristes attaquent. Ils sont même la priorité des terroristes quand les terroristes viennent attaquer. Et du fait d'un sous-armement, parce qu'il faut le dire, hein, l'armée burkinabé est sous-armée, elle est sous-équipée, parce que quand vous coopérez avec la France, ne vous attendez pas à avoir du matériel de bonne qualité. Peut-être faudrait que vous appeliez Zelensky et que votre pays s'appelât l'Ukraine pour que vous ayez quand même des chars bastions. Un pays comme le Burkina Faso, c'est encore des Humvee, des blindés légers, des véhicules qui peuvent exploser. Des armes datant de Mathusalem. Tout à fait, tout à fait. Matériel vétuste, matériel qui ne peut pas répondre à la menace de manière convenable. Et donc, du fait de ce rapport de force inégalitaire, il fallait donc que les militaires eux-mêmes montent au créneau. Et il y avait donc la montée populaire, les populations qui demandaient un nouveau partenariat parce qu'ils sentaient que leurs frères, leurs fils qui sont dans l'armée sont mal équipés, sont sous-équipés. Ils disaient, nous voulons un partenaire. Ils voyaient que dans le pays voisin, le Mali, qui a connu la même situation. Ça a changé dès qu'ils ont pris un nouveau partenaire. Vous savez, on ne va pas faire l'apologie du partenariat avec la Russie pour éviter ces raccourcis que le Quai d'Orsay a placés dans le langage désormais politique en Afrique. C'est de dire que le panafricanisme, c'est une sorte d'antichambre de la Russie et de la Chine. Non. Mais les Burkinabés avaient quand même un élément de comparaison. Ils ont vu que de l'autre côté, les Maliens sont en train de résoudre leurs problèmes, ils sont en train de véritablement lutter contre les terroristes, et ils ont un armement qui est conséquent, qui leur permet de réaliser leur objectif. De leur côté, ils revendiquaient donc un rapprochement avec la Russie. Vous avez vu les manifestations de février, qui ont même été interdites, parce que les manifestations demandaient à Damiba de se rapprocher des Russes. En juin, interdit, les manifestants dispersés, arrêtés, je crois que c'était le 23 juin. C'était quand même désolant de voir cette situation. Damiba a eu un échec, donc on a eu un échec. Pourtant, c'était un militaire à la tête de l'État, qui connaissait justement le terrain aussi. Oui, un militaire. Mais les militaires au Burkina Faso, surtout les hauts gradés, ils se disent qu'ils sont les plus corrompus. Et là, nous prenons un peu... Nous empruntons à Nestor Podacier une lecture qu'il a souvent faite, parce qu'il maîtrise beaucoup mieux le Burkina Faso. Notre frère Nestor Podacier, à qui nous disons déjà un bravo, parce que c'est lui l'un des véritables meneurs de la rue burkinabé aujourd'hui. Il faut noter qu'à Bobo Dioulasso, il était l'homme qui assurait le quadrillage de la ville et qui a assuré le blocage du convoi français qui aurait voulu rejoindre les bases militaires, les renforts à Ouagadougou. Donc, Nestor Podacier, te rendons un vibrant hommage. Et également notre sœur Yerikam, qui est une leader vigoureuse. Elle est aujourd'hui celle qui est proposée par les populations comme la présidente de transition. Mais nous espérons qu'ils vont trouver un arrangement avec les militaires. Alors, pour revenir, c'est un militaire, mais c'est un militaire traître comme un autre. Et vous vous souvenez de l'autre, c'est Blaise Compaoré, qui a inauguré la traîtrise au Burkina Faso. Il a même fait du Burkina, il a failli changer l'image des Burkinabés dans le monde. Il a failli faire du Burkina le pays même de la traîtrise par excellence. Pourquoi? Blaise Compaoré, c'est un homme qui était devenu déstabilisant et déstabilisateur pour la sous-région Afrique de l'Ouest. Il est mêlé au coup d'État dans l'Afrique de l'Ouest, il est mêlé à la guerre au Libéria, la guerre en Sierra Leone, à la guerre en Côte d'Ivoire.
C'est un homme qui était empêtré dans tous les trafics, que ce soit de drogue ou d'armement. D'ailleurs, beaucoup de généraux burkinabés sont cités dans le trafic de drogue. Vous savez que quand on a démantelé l'enquête du FBI qui a démantelé les réseaux de trafic de drogue, on a épinglé plusieurs militaires au Burkina Faso, y compris le grand parrain qui est en Côte d'Ivoire, donc M. Alassane Dramane Ouattara, le despote sanguinaire d'Abidjan. Donc les militaires burkinabés étaient devenus des sortes de dealers et de parrains de mafia organisée en Afrique de l'Ouest. C'était devenu carrément un business rentable. C'est ce qui explique la fortune colossale de plusieurs généraux. Vous avez par exemple Djendéré, qui est mêlé à la mort du capitaine Thomas Sankara. Vous savez que Sankara n'est pas enterré au Burkina. L'information n'est pas encore assez connue, mais il faut que les gens le sachent. La tombe qui est attribuée à Sankara, ce n'est pas la tombe de Sankara. Sankara, il a enterré au Togo. Et nous croyons que la venue de ce nouveau régime qui est venu passer un savon sur cette gestion chaotique et calamiteuse des militaires corrompus et hauts gradés du Burkina Faso. Ces jeunes officiers qui sont arrivés vont réussir ce que d'autres n'ont pas fait. Ils vont réussir ce que Sankara voulait faire. Justement, sous Rochma Christian Kaboré, sous Damiba, on nous fait savoir d'ailleurs que on ne rendait pas hommage aux soldats qui tombaient justement sur le champ de bataille. Parfois, ces derniers étaient enterrés à la va-vite, sans même que les parents, les fils, les filles ne voient leur corps. Une autre chose qui a poussé justement les militaires aujourd'hui à dire à Damiba, nous n'en voulons plus. Vous savez, pour une armée, la mémoire est importante. Aux États-Unis, par exemple, nous n'aimons pas prendre, mais nous allons prendre de manière éparse. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Russie, il y a toujours un cimetière accordé aux militaires. Et parfois même des militaires qui ont commis des actes héroïques, quand ils décèdent, ils ont droit à un mausolée, à un espace qui est dédié pour la mémoire. Et la construction même de ce qu'on appelle le patriotisme est très liée à l'histoire guerrière d'un pays. Parce que pour s'identifier à ceux qui ont défendu la nation, généralement la meilleure figure depuis le Moyen-Âge, c'est le soldat. Et nous croyons même que de tout temps, parce que même à l'Antiquité. Les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat reste éternelle, comme Tupac le déclarait. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui là à défendre avec l'âme des combattants de la liberté, les premiers panafricanistes de notre continent. Chaque fois, nous nous souvenons que c'est parti des Oumniobé, des Moumié, des Wandje, des Lumumba, des Sankara. C'est leur âme qui nous fait vivre. C'est leur combat qui nous permet de nous inspirer à nouveau et de porter haut les couleurs du panafricanisme. Donc pour un pays qui n'honore pas ses soldats, qui n'honore pas la mémoire des hommes qui le défendent, qui n'honore pas ses fils qui commettent le sacrifice suprême pour sauvegarder la nation, c'est une situation désastreuse, c'est une situation éhontée qui finalement ne peut qu'aboutir à un désaveu des autorités en place. Donc cette situation n'a été que la conséquence logique, n'a connu que la conséquence logique qu'il attendait, c'est-à-dire ce coup d'État. Et c'est un coup d'État qui est salutaire parce que nous sommes d'accord avec les putschistes de Ouagadougou. Parlons justement de ces putschistes de Ouagadougou, jusqu'à preuve de contraire pour bon nombre d'Africains. Depuis samedi dernier jusqu'à ce matin encore, on nous fait savoir qu'il faudra être très prudent parce qu'il y a un groupe, une opération militaire française là-bas dénommée Opération Sabre, qui pourrait justement déstabiliser le pays et justement menacer même la stabilité du Burkina Faso. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La France, toujours, la jeune française, nous aimons emprunter l'expression du Premier ministre malien, très brillant Premier ministre, à qui nous rendons également un vibrant hommage, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, pour le travail qu'il rend, toute l'équipe, Assimi Goïta, ministre Diop, tout cela, Choguel Kokala Maïga, qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Il s'est rétabli, il est rentré à la maison. Tout à fait, il faut qu'il reprenne du service, nous l'attendons, l'Afrique entière l'attend.
Donc, pour revenir, la jeune française est coutumière de ces... Qui ne se souvient pas de l'opération Barracuda, ici à côté, République centrafricaine, où des paracommandos sont venus changer de chef d'État et placer quelqu'un qui lui-même ne s'y attendait pas. Vous voyez, c'est ça la junte française. Quand on parle de la junte française, c'est par exemple Bob Denard qui va avec un commando aux Comores et qui commet un coup d'État. C'est ça la junte française. Donc quand nous dénonçons la France, les gens ont parfois l'impression que non, nous sommes en train de créer un sentiment anti-français. Non, nous dénonçons un ensemble de manières de faire qui ne sont pas compatibles avec l'idée même de démocratie qu'eux, ils veulent véhiculer. Et dans le cas burkinabé, vous avez donc une jeune Française qui n'en dément pas parce qu'elle sait qu'elle tirait les ficelles par derrière avec Damiba. C'est elle qui est derrière les fausses réconciliations des anciens chefs d'État, 8, qui devaient se retrouver, les populations bloquées Kaboré en disant vraiment cette mascarade, il ne faut pas y assister. Et ramener Blaise Compaoré, moquer l'ensemble de l'appareil judiciaire, le pouvoir judiciaire. Et nous insistons là-dessus parce que dans les sacro-saints principes que l'école occidentale place de l'État démocratique, on nous dit toujours qu'il y a la séparation des pouvoirs selon le comte de Montesquieu. On nous dit que non, c'est un principe sacré des démocraties. Mais là, Blaise Compaoré, qui a été condamné à 20 ans de prison et qui n'a pas purgé sa peine, s'est soustrait à son procès, est resté dans un pays contrôlé par la junte française, le pays du dictateur despote sanguinaire Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier revient narguer les juges burkinabés en leur disant « Vous avez beau me condamner, vous avez même beau me juger, mais je suis encore là et je compte pour l'avenir de ce pays. D'ailleurs, me voici ici, qui peut me faire arrêter ?» Or, Damiba était le garant de l'état de droit. C'est lui qui devait assurer à l'état de droit sa fonctionnalité. Et il devait activer le processus qui vise à arrêter Blaise Compaoré, même pour la forme, si c'est après pour le relâcher. Il ne l'a pas fait. C'est dire que ce dernier était dans une cinématisation du ridicule envers l'État de Burkina Faso. Et cette scène qui a choqué tant l'opinion que l'ensemble de la classe politique burkinabé ne pouvait pas rester impuni. Oui, vous avez raison, M. Damiba a commis des actes qui finalement l'ont décrédibilisé en tant que chef d'État. Parce qu'un chef d'État qui ne peut pas actionner l'état de droit, ça n'en est pas un. L'une des décisions que les Africains demandent aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré de prendre, c'est de demander à tous les militaires, aux bases françaises qui sont justement sur son pays, et sans oublier cette opération Sabre, de quitter le pays le plus tôt possible, s'il veut justement la tranquillité. L'opération Sabre qui doit continuer dans le ridicule de Damiba. C'est-à-dire, on va prendre encore un individu qui n'a même pas demandé le pouvoir et qui lui-même ne saura quoi en faire, mais qui sera une simple marionnette au service de la France. Et vous vous souvenez de cet ambassadeur impétent, comment on dit? Impotent, voilà. Impotent, voilà. Impotent et tout à fait irrévérencieux, oui. Et qui s'est exprimé avec des mots tout à fait, irrespectueux vis-à-vis du peuple burkinabé, Alad. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent que ce soit un petit pion à la solde de Alad qui soit là-bas. Et qu'Alad recommence ses aladages. Excusez pour le propos, parce qu'il paraît que les conneries désormais sont à la Alad. Et donc Alad va recommencer à s'exprimer comme il veut, à la je m'en fous, sur un territoire qui est souverain. C'est ça qu'il veut recommencer. C'est pourquoi il veut reprendre les anciennes méthodes de Barbose pour ramener ce genre de dirigeants. Non, mais cette force n'aura pas un grand succès. Vous savez, le camp de Cambouensin, où il est situé, le camp des forces spéciales françaises, a reçu un soutien considérable ces derniers jours. On parle de près de 200, dont ils sont aujourd'hui autour de 500, 600
légionnaires qui sont dans ce camp-là actuellement. Mais autour, vous avez la population, le peuple souverain du Burkina Faso. D'ailleurs, c'est le moment de signaler que depuis Cambouensin, ils ont essayé même de ramener Damiba le lendemain de la prise de pouvoir. Ils l'ont fait à 1h où ils se disaient que les populations étaient endormies, que les populations se sont dispersées parce que bon nombre parmi les manifestants étaient allés quand même, qui pour se laver, qui pour prendre un petit morceau, un casse-croûte. Et ils se sont dit, c'est l'occasion. Ils ont pris des véhicules blindés, ils ont foutu le Damiba dans l'un d'eux et ils ont dit allons à la présidence pour le réinstaller. Sur le chemin, ils ont été interceptés, non pas par les forces de défense burkinabées, même si ces derniers, on nous parle de 4 morts côté forces de défense burkinabées, tués par les forces françaises, les forces de la junte française. Cette fois-là, c'est les populations qui ont érigé des barricades, ont commencé à brûler les pneus. Et d'après beaucoup de leaders de la contestation, c'est des indiscrétions, hein, parce que parfois les commentaires en Afrique sont très croustillants. C'est le professeur Ngandogo qui parlait de la rumeur dans son travail de sociologie. Dans la rumeur, donc, on nous apprend qu'il leur réservait un sort somalien. Vous vous souvenez de l'escorte états-unienne qui a fini dans les rues de Mogadiscio. Donc, ils avaient voulu leur rendre une situation similaire. Donc, les Français ont échappé de justesse à cette situation et ils sont rentrés dans leur camp désormais apeurés et conscients de ce que la population n'hésiterait même pas à brûler le camp militaire français. Il faut se dire que les Français, même s'ils ont ces velléités aujourd'hui, la situation est tellement en défaveur de l'armée de la junte française, cette armée d'occupation, qu'elle sait que ces jours sont désormais comptés. Ces jours sont comptés. Le peuple burkinabé est tellement décidé qu'il est prêt à brûler ce camp si les Français y restent. Donc l'attrition populaire et la souveraineté récupérée par le peuple est la seule grande protection désormais que le régime de Ouagadougou a contre d'éventuelles ingérences de la junte française. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été les nôtres. C'est un plaisir et nous souhaitons encore revenir dans l'émission, cette magnifique émission, pour partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs et surtout avec vous. C'est toujours un plaisir. Ce plateau est le vôtre, quand vous voulez. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. N'oubliez surtout pas, comme le déclarait le grand rappeur Tupac, eh bien les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat reste éternelle. Bonne journée à toutes et à tous.